Le signal « Attachez vos ceintures » était déjà allumé. Les moteurs du vol 999 hurlaient, prêts pour le décollage. Mais soudain, le silence total. L'avion trembla alors que le pilote écrasait les freins sur le tarmac. Pourquoi? Parce qu'au siège 2A, un garçon de 19 ans était accusé de l'impensable par une femme qui pensait que sa fortune lui donnait le droit de le juger. Elle pensait pouvoir détruire sa vie avant même que les roues ne quittent le sol. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas que le pilote écoutait. Et elle ne s'attendait certainement pas à ce que la justice qu'elle exigeait s'abatte sur sa propre tête. Voici l'histoire du vol qui n'a jamais décollé et du karma qui est arrivé pile à l'heure. La pluie à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle martelait sans relâche le verre renforcé du terminal 2E, comme des milliers de petits points en colère. À l'intérieur du salon la première exclusif, cependant, la tempête n'était rien de plus qu'un bruit ambiant, une douce toile de fond au tintement des flûtes en cristal et au froissement des pages du journal Les Échos. Lucas Durand était assis dans un coin du salon, essayant de se faire aussi petit que possible dans le fauteuil en cuir surdimensionné. À 19 ans, Lucas avait encore la silhouette dégingandée d'un adolescent qui n'avait pas tout à fait fini de grandir. Il portait un sweat à capuche gris anthracite, un pantalon de jogging noir et une paire de rétro Jordans usés. Pour l'œil non averti, il ressemblait à un gamin qui s'était perdu en cherchant l'espace restauration. Pour le personnel du salon, qui avait scanné sa carte d'embarquement numérique quelques instants auparavant, il était un passager prioritaire absolu. Il vérifia son téléphone. Un SMS de sa mère, « Envoie-moi un message quand tu atterris à Nice. Tellement fier de toi, chérie. Ne les laisse pas t'intimider. » Lucas sourit faiblement. Il n'était pas intimidé, pas exactement. Il était juste fatigué. Les dernières 48 heures avaient été un tourbillon de réunions à Station F à Paris, suivi d'une nuit blanche. Et maintenant, ce vol pour Nice pour la conférence Viva Technologie. Le vol 919 à destination de l'aéroport Nice-Côte d'Azur embarque maintenant pour les passagers de première et de classe affaires. La voix de l'annonceuse résonna, douce comme de la soie. Lucas attrapa son sac à dos, un North Face usé qui avait survécu à 4 années de lycée et à sa première année à Polytechnique, et se leva. Il rejoignit la file d'attente. Debout juste devant lui se trouvait une femme qui irradiait un genre très spécifique de richesse glaciale. Elle était petite avec un carré de cheveux si blonds et rigides qu'il ressemblait à un casque fait d'or filé. Elle portait un tailleur Chanel couleur crème qui coûtait probablement plus cher que les frais de scolarité de Lucas, et elle serrait un sac Hermès Birkin cramoisi comme une arme. C'était Madame Valérie de Beaumont, l'épouse d'un magnate de l'immobilier, une mondaine du 16e arrondissement de Paris, et une femme qui n'avait jamais entendu le mot « non » sans exiger immédiatement de parler à un responsable. Alors que la ligne avançait, Valérie fouilla maladroitement avec son passeport et sa carte d'embarquement. Elle laissa tomber son foulard, une chose délicate en soi. Lucas, instinctivement poli, se pencha. « Madame, vous avez fait tomber ceci. » Valérie pivota, ses yeux s'écarquillant comme s'il venait de brandir un couteau. Elle regarda le foulard dans sa main, puis son visage, sa lèvre se retroussant dans un mélange de confusion et de dégoût. Elle lui arracha le foulard des mains sans toucher sa peau. « Faites attention », claqua-t-elle. « C'est de la pure soie. » « J'essayais juste d'aider, » dit Lucas, sa voix posée. Elle le toisa de haut en bas, son regard s'attardant sur son sweat à capuche. « La file économie est par là, » dit-elle, pointant un doigt manucuré vers la masse chaotique de gens à la porte adjacente. « Vous êtes dans la file prioritaire. Vous bloquez l'entrée pour les vrais clients. » L'agent d'escale, un homme patient nommé Léo, leva les yeux. « Madame, veuillez scanner votre billet, s'il vous plaît. »« Je suis en train de le scanner, » souffla Valérie en se retournant vers le scanner. « Mais vous devriez vraiment demander à la sécurité de mieux gérer la file d'attente. Les gens entrent n'importe comment. » Elle scanna son passe. Bip. Elle passa en coup de vent. Lucas s'avança. Il plaça son téléphone sur le scanner. Bip. Valérie, qui s'était arrêtée juste quelques mètres plus loin sur la passerelle pour ajuster son sac, se figea. Elle tourna la tête, regardant Léo sourire à Lucas. « Bon vol, monsieur Durand. » Siège 2A. Les yeux de Valérie se plissèrent. Elle ne bougea pas. Elle attendit que Lucas passe devant elle sur l'étroite passerelle. L'air était froid, sentant le kérosène et la pluie. « Passe employé »
demanda-t-elle forte alors qu'il passait devant elle. Lucas continua de marcher. Excusez-moi. Vous devez être un ayant droit d'employé, dit-elle en le rattrapant, ses talons claquant agressivement sur le sol métallique. Où avez-vous été surclassé parce que le vol était surréservé? C'est la seule façon pour quelqu'un habillé comme ça de se retrouver ici. Lucas ajusta la sangle de son sac à dos. J'ai acheté un billet, tout comme vous. Valérie laissa échapper un rire sec et incrédule. Je doute fort que ce soit tout comme moi. Ils atteignirent la porte de l'appareil. La chef de cabine, une femme nommée Sandrine, avec une posture impeccable et un sourire chaleureux, les accueillit. Bienvenue à bord, Madame de Beaumont. Ravi de vous revoir. Et bienvenue, Monsieur Durand. Laissez-moi vous montrer votre suite. La cabine la première de l'Airbus A350 était un sanctuaire de cuir beige et de finition en noyer. Ce n'était pas juste des sièges. C'étaient des suites individuelles avec des portes coulissantes pour l'intimité. Votre siège est ici, le 2A, dit Sandrine, désignant la suite hublot sur la gauche. Et je suis où? Demanda Valérie. Vous êtes en 2F, Madame de Beaumont, de l'autre côté de l'allée. Valérie s'arrêta net. Elle regarda la suite luxueuse en 2A, puis la sienne, puis Lucas, qui glissait déjà son sac à dos dans le compartiment supérieur. Il doit y avoir une erreur, chuchota durement Valérie à Sandrine, se penchant tout près. Je ne peux pas m'asseoir là. Y a-t-il un problème avec le mécanisme du siège, Madame de Beaumont? Demanda Sandrine, inquiète. Le problème? Siffla Valérie assez fort pour que les premières rangées de la classe affaires entendent. C'est la vue. Je ne paie pas 12 000 € pour m'asseoir en face d'un voyou en sweat à capuche. Cela me fait me sentir en danger. La cabine devint silencieuse. Lucas se figea, sa main toujours sur son sac. Il baissa lentement le bras et se tourna pour lui faire face. Le silence s'étira, épais et inconfortable. Je vous assure, Madame de Beaumont, dit Sandrine, son sourire se crispant sur les bords. Monsieur Durand a passé les mêmes contrôles de sécurité que tout le monde. C'est un client apprécié. Je me fiche de ce que dit la sécurité. Je reconnais les ennuis quand je les vois, dit Valérie en haussant le ton. Elle foudroya Lucas du regard. Regardez-le. Il repère probablement des choses à voler pendant que nous dormons. Je veux qu'il soit déplacé. Mettez-le à l'arrière, là où est sa place. Lucas prit une profonde inspiration. Il pensa à sa mère. Ne les laisse pas t'intimider. Je reste juste ici, dit Lucas calmement. Il s'assit dans le siège en cuir et boucla sa ceinture. J'ai du travail à faire. Valérie devint d'une teinte cramoisie assortie à son sac. Elle regarda Sandrine. Si vous ne le déplacez pas, je déposerai une plainte formelle contre vous et toute cette compagnie aérienne. Savez-vous qui est mon mari? Philippe de Beaumont. Un coup de fil et vous servirez des sandwichs dans une gare routière. Sandrine se raidit. Madame de Beaumont, veuillez prendre votre siège. Nous retardons l'embarquement. Valérie souffla, claquant son sac sur son siège. Bien, mais je veux que le commandant soit informé que je suis sous contrainte. Elle s'assit, mais elle ne ferma pas sa porte d'intimité. Elle la garda grande ouverte, ses yeux fixés sur Lucas comme un faucon observant une souris. L'embarquement continua, mais l'atmosphère dans la cabine avait tourné. L'air était électrique de tension, et le vol n'avait même pas encore repoussé. 10 minutes passèrent. La cabine se remplit. Un PDG de la tech occupait le siège 1A, et une célèbre actrice française était en 1F. Ils faisaient tous deux semblant de lire, mais leurs yeux ne cessaient de se tourner vers la rangée 2. Lucas sortit un ordinateur portable élégant couvert d'autocollants. Ce n'était pas un MacBook standard. C'était une configuration Linux personnalisée, épaisse et industrielle. Il ouvrit une fenêtre de terminal, des lignes de code défilant rapidement sur l'écran alors qu'il lançait un diagnostic sur sa présentation pour Nice. De l'autre côté de l'allée, Valérie le regardait taper. Pour elle, l'écran noir avec le texte vert ne ressemblait pas à du travail. Cela ressemblait à du piratage. Cela semblait criminel. Sandrine, la chef de cabine, revint avec un plateau en argent. Boisson de pré-départ, Madame de Beaumont?
Nous avons le Dom Pérignon 2012. Oui, dit Valérie en saisissant la flûte. Dieu sait que j'en ai besoin. Sandrine se tourna vers Lucas. Elle adoucit son expression, se sentant clairement mal à l'aise après l'éclat précédent. Et pour vous, monsieur Durand? Du champagne, ou peut-être un jus de fruits? Lucas leva les yeux et sourit poliment. Non merci. Juste un peu de jus d'orange, s'il vous plaît. Valérie se moqua. Un bruit fort et humide. Bien sûr. Il ne supporte pas les bonnes choses ou il n'est juste pas assez vieux pour boire légalement. Lucas l'ignora. Le jus d'orange ira très bien, Sandrine. Merci. Quand Sandrine revint avec le jus dans un verre en cristal, elle plaça un petit bol de noix tiède sur la tablette de Lucas. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose, Lucas. En fait, l'interrompit Valérie, sa voix perçante. J'ai besoin de quelque chose. Sandrine se tourna. Oui, Madame de Beaumont? J'ai besoin de savoir pourquoi la compagnie aérienne donne des sièges à des cas sociaux, dit Valérie. Elle ne chuchotait plus. Elle voulait que toute la cabine entende. Elle fit tourner son champagne. Ça ruine l'image de marque. Vous savez, nous payons pour l'exclusivité. Nous payons pour être loin de la racaille. L'homme en a, Stéphane Laroche, le PDG de Nebulostech, baissa son casque à réduction de bruit. Il avait l'air agacé. Madame, pourriez-vous baisser le ton? Nous essayons de nous détendre. Valérie se tourna vers lui. Oh, ne jouez pas au sein. Vous le pensez aussi. Vous voyez un garçon comme ça, habillé en vêtements de rue, tapant sur un ordinateur suspect, et vous ne vous demandez pas s'il est probablement un trafiquant de drogue qui a eu de la chance, ou s'il utilise une carte de crédit volée. Lucas arrêta de taper. Ses doigts planèrent au-dessus des touches. L'accusation de la carte de crédit volée toucha un nerf. Il ferma son ordinateur portable lentement. Je m'appelle Lucas, dit-il, tournant la tête pour lui faire face directement. Et je dirige une entreprise de cybersécurité. Je vais à Nice pour parler de chiffrement quantique. J'ai payé ce billet avec mon propre argent. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de me parler. Les yeux de Valérie s'exorbitèrent. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il soit articulé. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il riposte. Cela ne fit que la rendre plus en colère. N'osez pas me parler sur ce ton, cracha-t-elle. Cybersécurité, laissez-moi rire. C'est juste un mot chic pour fraude sur Internet. Je vois clair en vous. Elle appuya sur le bouton d'appel. Digne. Sandrine apparut instantanément. Oui, Madame de Beaumont? Il me menace. Valérie mentit avec aplomb. Il vient de me menacer. Sandrine cligna des yeux. J'étais juste là. Madame de Beaumont, je n'ai pas entendu de menace. Me traitez-vous de menteuse? La voix de Valérie monta jusqu'au cri perçant. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, je ferais mieux d'arrêter de parler ou sinon. Je veux le pilote. Je veux le pilote tout de suite. Madame de Beaumont, nous sommes sur le point de repousser. La porte d'embarquement est fermée, dit Sandrine, sa patience s'amenuisant. Veuillez baisser la voix. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas en sécurité. Valérie se leva. Elle était petite, mais sa fureur la faisait paraître plus grande. Elle pointa un doigt tremblant vers Lucas. Faites-le sortir de cet avion maintenant, ou je crierai jusqu'à ce que la police vienne. Lucas regarda par le hublot. La pluie tombait plus fort maintenant. Il sentit un nœud d'humiliation se serrer dans sa poitrine. Même ici, en première classe, avec sa propre entreprise et des millions en banque, il n'était encore qu'un suspect pour des gens comme elle. Madame, asseyez-vous. Une voix sévère vint de l'avant. Ce n'était pas Sandrine. C'était le copilote qui avait passé la tête hors du cockpit à cause du bruit. Que se passe-t-il ici? S'écria Valérie, jouant la demoiselle en détresse. 7. Cet individu me harcèle. Il profère des menaces. Je refuse de voler avec lui. Débarquez-le. Le copilote regarda Lucas, qui était assis calmement avec ses mains sur ses genoux. Et puis la femme au visage rouge tenant une coupe de champagne.
Nous sommes à 5 minutes du départ, dit le copilote fermement. Si vous ne pouvez pas vous calmer, nous devrons retourner à la porte, et personne ne veut ça. Alors déplacez-le, négocia Valérie. Mettez-le en économie. Alors je me tairai. Je ne peux pas déclasser un passager qui a payé pour la première, dit l'officier. Alors je ferai en sorte que ce soit le pire vol de sa vie. Valérie marmonna, se rasseyant et engloutissant le reste de son champagne. Le copilote échangea un regard avec Sandrine, secoua la tête et retourna au cockpit. L'avion fit une secousse. Le tracteur s'était engagé. Il repoussait. Lucas mit son casque, essayant de couvrir sa voix. Il pensait que c'était fini. Il pensait qu'elle allait juste bouder pendant l'heure et demie de vol. Il avait tort. Valérie de Beaumont ne faisait que commencer. Elle commença à fouiller dans son lourd sac Birkin. Ses mouvements étaient frénétiques et saccadés. Elle sortit une trousse de maquillage, une tablette, un foulard. Puis elle s'arrêta. Elle tapota son poignet. Elle haleta. Un halètement théâtral et bruyant qui coupa le bourdonnement des moteurs. « Mon bracelet !» hurla-t-elle. Mon bracelet Rivière en diamant. Il a disparu. Elle se leva à nouveau, débouclant sa ceinture de sécurité alors que l'avion bougeait. Arrêtez l'avion. Il l'a volé. Il a volé mon bracelet. La réaction fut instantanée. Sandrine, la chef de cabine, se précipita vers l'interphone pour appeler le cockpit, mais elle n'en eut pas besoin. Les cris étaient assez forts pour pénétrer la porte blindée. « Au voleur !»« C'est un voleur !» hurla Valérie, debout dans l'allée, son visage tordu en un masque de panique vertueuse. Mon bracelet en diamant. C'était un quartier vintage. Il a disparu. L'avion fit une embardée violente. Le commandant Jean-Pierre Marchand, un pilote vétéran avec 30 ans d'expérience, écrasa les freins. L'immense Airbus A350, qui roulait à une vitesse constante de 25 km/h, s'arrêta en frissonnant, si brusquement que les compartiments supérieurs cliquetèrent et que la vaisselle dans l'office tomba au sol. Mesdames et messieurs, la voix du copilote résonna dans le système de sonorisation, semblant tendue. Veuillez rester assis avec vos ceintures attachées. Nous arrêtons l'appareil en raison d'un incident dans la cabine. Le silence qui suivit fut suffocant. Les moteurs ralentirent jusqu'au ralenti. Le bourdonnement de la climatisation était le seul son en dehors de l'hyperventilation théâtrale de Valérie. Lucas restait figé au siège de A. Son cœur martelait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il savait exactement à quoi cela ressemblait. Il connaissait les statistiques. Un jeune homme noir en sweat à capuche, une femme blanche riche hurlant au sujet de bijoux volés et un avion rempli de gens qui voulaient juste rentrer chez eux. Il garda ses mains visibles, les posant sur ses genoux, paumes ouvertes. C'était un instinct de survie qu'il avait appris avant même d'apprendre à conduire. Madame de Beaumont, dit Sandrine, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle détachait le harnais de son strapontin et s'approchait. Veuillez vous asseoir. L'avion s'est arrêté. Vous vous mettez en danger. Je me fiche de l'avion. Hurla Valérie, pointant un doigt tremblant vers Lucas. Je veux récupérer mon bien. Il l'a pris. Je l'ai vu tendre le bras quand je cherchais mon iPad. C'est un mensonge, dit Lucas, sa voix grave et étonnamment stable, bien que son estomac se noie. Je n'ai pas quitté mon siège depuis que j'ai embarqué. Je n'ai même pas détaché ma ceinture. Vous êtes un menteur, cracha Valérie. Vous autres, vous êtes tous pareils. Vous voyez quelque chose qui brille et vous le prenez juste parce que vous pensez que le monde vous doit quelque chose. Le sous-entendu racial n'était plus un sous-entendu. C'était un coup de massue. Monsieur Laroche, le PDG de la Tech au siège 1A, détacha sa ceinture et se leva. C'était un homme grand dans un costume sur mesure. Et, dit-il en regardant Valérie. Ça suffit. Je l'observais. Il n'a pas bougé. Valérie se retourna vers lui, les yeux fous. Oh, êtes-vous de mèche avec lui? Est-ce un travail d'équipe? M'avez-vous distraite pendant qu'il l'attrapait? Laroche leva les mains, exaspéré. Madame, vous avez perdu la tête. Je veux la police. Valérie hurla vers la porte du cockpit. Commandant. Commandant.
La porte du cockpit cliqueta et s'ouvrit en sifflant. Le commandant Marchand sortit. C'était une figure imposante, un M88 avec des cheveux argentés et des galons sur ses épaules qui commandaient un respect instantané. Il mit sa casquette, ajustant la visière, et inspecta la scène chaotique dans sa cabine la première. « Quelle » dit Marchand, sa voix basse et dangereuse. « Est la signification de ceci ? Pourquoi crie-t-on alors que nous devrions être en train de décoller ?» Valérie se précipita vers lui, agrippant la manche de son uniforme. « Commandant, Dieu merci. Vous devez l'arrêter. Ce garçon en 2A. Il a volé un bracelet de 50 000 € à mon poignet pendant que je dormais. » « Vous ne dormiez pas, Madame de Beaumont, interjecta courageusement Sandrine. Vous buviez du champagne et vous disputiez avec le monsieur en 1A. Je me suis assoupie, insista Valérie. Des larmes coulant maintenant sur son visage. Des larmes qui apparaissaient avec une vitesse suspecte. Je me suis réveillé et j'ai senti une traction et il retirait sa main et maintenant il a disparu. S'il vous plaît, commandant. C'était un cadeau de ma défunte mère. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. C'était une performance magistrale. Même Lucas en la regardant sentit une lueur de doute. Elle avait l'air si navrée. S'il ne savait pas pertinemment qu'il était innocent, il l'aurait peut-être cru aussi. Le commandant Marchand regarda Valérie, puis Lucas. Il marcha lentement vers le siège de A. « Fils, dit le commandant d'un ton neutre. Avez-vous pris le bracelet de la dame ? » Lucas regarda le commandant dans les yeux. « Non, monsieur. Je ne l'ai pas fait. J'ai mon propre argent. Je n'ai pas besoin du sien. » « Il ment » hurla Valérie depuis l'office. « Vérifiez son sac. Vérifiez ce sac à dos crasseux. Je parie qu'il est fourré là-dedans avec la drogue. » Le commandant soupira. Il regarda sa montre. Il brûlait déjà du carburant et manquait leur créneau. Les autorités aéroportuaires seraient furieuses. Mais il ne pouvait pas décoller avec une accusation de crime active dans la cabine. « Sandrine, dit le commandant. Appelez la tour. Dites-leur que nous retournons à la porte. Nous avons un problème de sécurité qui nécessite les forces de l'ordre. » Un grognement collectif s'éleva de la section classe affaires derrière le rideau. Les gens commencèrent à sortir leur téléphone pour filmer. Lucas vit les objectifs pointés à travers les rideaux. Il était sur le point de devenir viral. Il était sur le point d'être le visage d'un crime qu'il n'avait pas commis. « Nous ne retournons pas juste à la porte, » dit Valérie, un sourire suffisant scintillant à travers ses larmes alors qu'elle regardait Lucas. « Nous allons en prison. » Le roulage de retour vers la porte ressemblait à un cortège funèbre. La pluie s'était intensifiée, tambourinant un rythme mélancolique sur le fuselage. À l'intérieur de la cabine, l'atmosphère était toxique. Valérie était assise à son siège, tamponnant ses yeux avec une serviette, lançant occasionnellement des regards venimeux à Lucas. Lucas fixait le hublot. Il envoyait des SMS à son avocat. « J'ai besoin d'aide. » CDG ? Fausse accusation de vol dans un avion. La police arrive. Il n'envoya pas de SMS à sa mère. Il ne pouvait pas lui briser le cœur comme ça. Elle pensait qu'il s'envolait vers le succès, pas vers une cage. L'avion s'amarra. Le signal des ceintures s'éteignit, mais personne ne bougea. « Mesdames et messieurs », annonça le commandant Marchand. « Veuillez rester assis. La police aux frontières va monter à bord de l'appareil sous peu pour résoudre le problème dans la cabine avant. Nous nous excusons pour le retard. » 2 minutes plus tard, la lourde porte de la cabine s'ouvrit. L'air froid et humide de la passerelle s'engouffra, suivi par 3 officiers de la police. C'étaient des hommes robustes portant des gilets tactiques et des expressions sérieuses. « Qui est la plaignante ?» demanda l'officier principal, un sergent nommé Nicolas Bernard. « Je le suis. » Valérie se leva, agitant la main. « Valérie de Beaumont, je suis la victime. »« Et le suspect, c'est lui ?» Elle pointa un doigt manucuré vers Lucas. « Celui avec le sweat à capuche. Il a mon bracelet en diamant. » Le sergent Bernard regarda Lucas. « Monsieur, veuillez vous lever et vous avancer dans l'allée. Gardez vos mains là où je peux les voir. » Lucas détacha sa ceinture lentement. Il se leva.
Il dominait l'officier par sa taille, mais il voûta les épaules pour paraître moins menaçant. « Officier, je n'ai rien pris. »« Retournez-vous, » dit Bernard. Main sur la tête. « Est-ce nécessaire » demanda Monsieur Laroche depuis le siège 1A. Il n'a rien fait. J'ai été là tout le temps. Monsieur, veuillez ne pas vous en mêler, claqua Bernard. Il palpa Lucas. La fouille fut minutieuse et agressive. Ils vérifièrent ses poches, sa ceinture, ses chevilles. Ils lui firent enlever ses chaussures. Lucas se tenait en chaussettes sur la moquette de l'avion, sentant les yeux de chaque passager sur lui. Il se sentait dépouillé de sa dignité. Il était PDG. Il était un codeur de génie. Mais pour l'instant, il n'était qu'un suspect. Rien sur lui, dit Bernard. C'est dans le sac, insista Valérie en s'approchant. Il l'a mis dans ce sac à dos. Je l'ai vu tripatouiller avec juste après l'avoir pris. Bernard regarda le sac North Face usé dans le compartiment supérieur. Est-ce votre sac, fils? Oui, dit Lucas doucement. Ai-je votre permission pour le fouiller? Lucas hésita. Il avait de la propriété intellectuelle confidentielle sur ses disques durs. Du code propriétaire pour sa start-up. Officier, ce sac contient des documents d'affaires sensibles. Je dirige une entreprise technologique. Valérie rit triomphalement. Il refuse. C'est de la culpabilité. C'est un aveu de culpabilité. Ouvrez-le, officier. Bernard posa sa main sur son tasé. Si vous ne consentez pas, nous vous placerons en garde à vue et obtiendrons un mandat, et vous manquerez ce vol et passerez la nuit en cellule. Si vous n'avez rien à cacher, laissez-nous regarder. Lucas ferma les yeux. Il expira un souffle tremblant. D'accord. Fouillez-le, mais s'il vous plaît, soyez prudent avec l'électronique. Bernard attrapa le sac. Il ne fut pas prudent. Il le renversa sur le siège de Lucas. Un enchevêtrement de câbles coûteux, 2 disques durs portables, un casque à réduction de bruit, un sachet de mélange montagnard et l'épais ordinateur portable Linux personnalisé en tombèrent. Bernard secoua le sac à l'envers. Rien d'autre ne tomba. Il commença à passer au crible les poches du sac, ouvrant les petites fermetures éclairs, vérifiant la doublure. Ce n'est pas ici, dit Bernard en regardant Valérie. Le visage de Valérie devint pâle, puis rouge. Regardez mieux. Il a une poche secrète. Ou peut-être qu'il l'a avalée. Madame, dit Bernard, semblant agacé. Nous ne pouvons pas lui faire passer une radio dans l'avion. Nous l'avons fouillé lui et ses biens. Le bracelet n'est pas là. Alors il l'a passé à quelqu'un. Valérie pivota en regardant les autres passagers. Il a un complice. Peut-être que l'hôtesse de l'air l'a pris. Elle était très amicale avec lui. Sandrine halta. Madame de Beaumont, c'est absurde. Le commandant Marchand en avait assez vu. Il sortit à nouveau du cockpit. Il avait écouté tout l'échange. Il regarda le chaos, l'électronique éparpillée, l'adolescent pieds nus, la femme hystérique. Sergent Bernard, dit le commandant Marchand, sa voix coupant le bruit. Un mot, s'il vous plaît. Le commandant fit signe au sergent de police de venir dans l'office, loin de Valérie et de Lucas. Ils parlèrent à voix basse. Marchand pointa le plafond de la cabine, puis Valérie, puis le sol. Bernard hocha la tête lentement. Il ajusta sa ceinture. Lorsqu'ils revinrent dans l'allée, la dynamique avait changé. Bernard ne regardait plus Lucas. Il regardait Valérie. Madame de Beaumont, dit Bernard. Êtes-vous absolument certaine que vous aviez le bracelet quand vous avez embarqué? Oui, je vous ai dit que je ne l'enlève jamais, cria Valérie. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Il l'a manifestement caché quelque part dans l'avion. Démontez le siège. Nous n'allons pas faire ça, madame, dit Bernard. Alors j'appellerai mon mari. Valérie sortit son téléphone. Philippe de Beaumont aura tous vos insignes. C'est de l'incompétence. Madame de Beaumont, l'interrompit le commandant Marchand. Avant que vous ne passiez cet appel, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Il pointa un doigt vers le haut, vers un petit dôme noir au plafond de la cabine la première, juste au-dessus de la cloison entre les rangées 1 et 2.
Depuis la rénovation l'année dernière, dit le commandant calmement, cet appareil est équipé de caméras de sécurité haute résolution dans les cabines premium pour surveiller la sécurité des passagers et la responsabilité civile. Nous avons un flux direct dans le cockpit. Valérie se figea. Son téléphone plana dans sa main. Je viens de passer en revue les images des 30 dernières minutes avec le copilote, continua le commandant Marchand, sa voix se transformant en glace. Les images sont très claires, Madame de Beaumont. La cabine devint mortellement silencieuse. Et chuchota Valérie, sa voix tremblante, mais pas de colère cette fois. De peur. Et, dit le commandant en croisant les bras, nous avons vu exactement ce qui est arrivé au bracelet. Le silence dans la cabine la première était absolu. Ce n'était pas le calme de la paix. C'était le silence lourd et suffocant d'un pendule oscillant dans l'autre sens. Le commandant Marchand ne cligna pas des yeux. Il tint bon dans l'allée, regardant de haut Valérie de Beaumont, qui serrait maintenant sa poitrine, son visage un masque de fond de teint pâle et de panique. Des images. Couina Valérie. C'est impossible. Vous bluffez. Les avions n'ont pas de caméra à l'intérieur. C'est une invasion de la vie privée. Sur les gros porteurs internationaux, spécifiquement dans les cabines premium où le vol et la responsabilité sont des risques élevés, nous en avons absolument, dit le commandant Marchand, sa voix posée mais dure comme du granit. Et les lois sur la vie privée le permettent car c'est un environnement sécurisé. Et franchement, Madame de Beaumont. Point pour l'instant, vous devriez être très inquiète de ce que cette caméra a vu. Le sergent Bernard, l'officier de police qui venait de fouiller agressivement Lucas, s'éloigna du jeune homme. Son attitude changea instantanément. Il regarda le commandant. Commandant, soyez précis. Qu'avez-vous vu? Le commandant Marchand sortit une petite tablette de la poche de sa veste. Il tapota l'écran et le tendit non pas à Valérie, mais au sergent Bernard. Regardez l'horodatage. Narra Marchand, pointant la vidéo granuleuse mais claire en noir et blanc. C'est il y a 14 minutes. Nous repoussons. Madame de Beaumont est agitée. Elle ouvre son sac Birkin. Regardez sa main gauche. Bernard se pencha, ses yeux se plissant. Les deux autres officiers se rassemblèrent autour. Même Monsieur Laroche au siège 1 attendit le coup. Elle ne dort pas, marmonna Bernard en regardant l'écran. Elle regarde autour d'elle. Exactement, dit Marchand. Elle vérifie si Monsieur Durand regarde. Il ne le fait pas. Il a son casque, il regarde par le hublot. Maintenant, regardez. Sur l'écran, la version numérique de Valérie de Beaumont bougeait avec une détermination rapide et furtive. Elle attrapa son poignet gauche. Elle n'arracha pas le bracelet. Elle défit soigneusement le fermoir de sécurité. Cela lui prit 3 essais. Elle l'a enlevé, dit Bernard, sa voix montant dans l'incrédulité. Elle ne l'a pas perdu. Elle a enlevé cette satanée chose. Continuez de regarder, commanda le capitaine. Sur l'écran, Valérie tenait le bracelet en diamant dans sa paume. Elle regarda l'espace ouvert entre le coussin de son siège et la console de sa suite, une crevasse sombre et difficile à atteindre où vont généralement les miettes et les téléphones perdus. Elle enfonça le bracelet profondément dans l'espace en utilisant une lime à ongles pour le pousser plus loin jusqu'à ce qu'il soit complètement invisible. Puis elle s'assit, attendit 10 secondes, et laissa échapper le cri qui avait arrêté l'avion. Le commandant Marchand baissa la tablette. Il regarda Valérie avec une profonde déception. Vous avez arrêté un appareil de 300 tonnes, retardé 300 passagers et accusé un jeune homme innocent d'un crime. Tout ça pourquoi? Pour prouver quelque chose, pour exercer un voyage de pouvoir tordu. Valérie tremblait si fort que son tailleur Chanel vibrait. C'est un deepfake, bégaya-t-elle, s'accrochant à des brins de paille. Cette vidéo est truquée. Vous travaillez tous ensemble. Vous le protégez à cause de la discrimination positive. C'est un complot. Le sergent Bernard se tourna vers elle. L'expression sur son visage était terrifiante. C'était le regard d'un homme qui réalisait qu'il avait été utilisé comme une arme contre une personne innocente. Il avait humilié Lucas basé sur les mensonges de cette femme. Et maintenant, il était furieux. Madame de Beaumont, dit Bernard, sa voix descendant d'une octave. Levez-vous.
Je ne le ferai pas. Hurla-t-elle. Je veux mon avocat. Je suis une victime. Levez-vous. Aboya Bernard. Valérie s'extirpa de son siège, reculant dans l'allée. Officier Petit, dit Bernard à sa partenaire. Vérifiez le siège, côté gauche entre le coussin et la console. L'officier Chloé Petit, une jeune policière qui était restée silencieuse jusqu'à présent, entra dans la suite de Valérie. Elle sortit une lampe de poche. Elle enfonça sa main dans la crevasse. Elle grogna, cherchant plus profond. C'est serré, marmonna Petit. Elle l'a vraiment coincé là-dedans. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, gémit Valérie, des larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois. Des larmes de terreur. Il a dû tomber quand je dormais et glisser. Nous avons une vidéo de vous en train de le pousser avec une lime à ongles, madame, dit froidement Bernard. Je l'ai, dit Petit. Elle retira sa main. Dans sa paume, scintillant sous les lumières LED de la cabine, se trouvait le bracelet Rivière en diamant Cartier vintage. L'officier Petit le leva. Trouvez exactement là où le commandant l'a dit. La cabine fut silencieuse le temps d'un battement de cœur. Puis Lucas Durand, qui était toujours debout dans l'allée en chaussettes, entouré de son électronique éparpillée, prit la parole. Ce n'était pas à propos du bracelet, dit Lucas doucement. Tout le monde se tourna vers lui. Elle ne voulait pas l'argent, dit Lucas, regardant Valérie avec un mélange de pitié et d'épuisement. Elle voulait juste me voir descendre de cet avion menotté. Elle ne supportait pas le fait que je sois dans le même espace qu'elle. La bouche de Valérie s'ouvrit et se ferma comme un poisson. Elle n'avait aucune défense. La preuve était physique, numérique et accablante. Le sergent Bernard prit une profonde inspiration. Il se tourna vers Lucas. « Fils, monsieur Durand, je vous dois des excuses massives. J'aurais dû vérifier avant de vous fouiller. Je suivais le protocole pour un vol en cours, mais j'avais tort. » C'est bon, dit Lucas bien que sa voix fût serrée. Juste. Puis-je remettre mes chaussures maintenant? Oui, dit Bernard. S'il vous plaît. Puis Bernard se tourna vers Valérie. Il attrapa sa ceinture. Il détacha une paire de lourdes menottes en acier. Valérie de Beaumont, dit Bernard en entrant dans son espace personnel. Retournez-vous et placez vos mains dans votre dos. Vous ne pouvez pas m'arrêter, hurla Valérie, reculant jusqu'à ce qu'elle heurte le mur de l'office. Savez-vous qui est mon mari? Philippe de Beaumont. Il joue au golf avec le préfet de police. Si vous me touchez, je vous poursuivrai. Je poursuivrai cette compagnie aérienne et j'aurai votre insigne. Madame de Beaumont, vous aggravez considérablement les choses, avertit le commandant Marchand. Je ne vais pas en prison, cracha-t-elle. Je vais à Nice. J'ai un gala auquel assister. Le sergent Bernard n'avait pas de temps pour la carte Philippe de Beaumont. Il attrapa son poignet. Il ne le fit pas doucement. Il la fit pivoter. Vous êtes en état d'arrestation, récita Bernard, le clic-clic métallique des menottes résonnant dans la cabine calme, pour dénonciation de délit imaginaire entraînant l'intervention inutile des forces de l'ordre, pour entrave à la circulation aérienne, ce qui est un délit fédéral, et pour trouble à l'ordre public. Ça fait mal. Vous me faites mal, pleura Valérie, se débattant contre la contrainte. Vous avez le droit de garder le silence, continua Bernard, serrant les menottes pour s'assurer qu'elle ne puisse pas les glisser. Tout ce que vous direz pourra être et sera retenu contre vous devant un tribunal. Et franchement, madame, étant donné que vous êtes filmée en train de commettre le crime, je vous suggère d'utiliser ce droit au silence dès maintenant. Appelez Philippe, hurla-t-elle à Sandrine, la chef de cabine. Sandrine, appelez mon mari. Dites-lui que j'ai été kidnappée. Sandrine se tenait les mains jointes devant elle. Elle regarda la femme qui l'avait rabaissée, menacé son emploi et abusé d'un autre passager. Je suis désolée, madame de Beaumont, dit Sandrine froidement. L'utilisation d'appareils électroniques personnels est interdite pendant les phases critiques du vol, et pour vous, ce vol est terminé. Bernard et l'officier Petit attrapèrent Valérie par les coudes. On y va, dit Bernard. Mon sac. Mon birkin. Hurla Valérie alors qu'il commençait à la faire marcher vers l'avant. Nous l'emportons comme pièce à conviction, dit l'officier Petit, passant le sac cramoisi sur son épaule.
la marche de la honte fut brutale. Pour sortir de l'avion, ils durent repasser par la cabine à faire jusqu'à la deuxième porte, car la passerelle avait été rattachée là. Le rideau était tiré. 50 visages levèrent les yeux. C'étaient les gens qui avaient été retardés, qui avaient entendu les cris, qui étaient restés sur le tarmac pendant 40 minutes à cause d'elle. Alors que Valérie était emmenée de force dans l'allée, échevelée, le visage rouge et menotté, quelqu'un au rang 5 commença un lent applaudissement. Puis quelqu'un d'autre se joignit. Puis un autre. « Au revoir, Karen !» cria quelqu'un du fond. « Amuse-toi bien en prison », lança une autre voix. Les téléphones étaient levés comme un salut de miroir noir. Les flashs crépitèrent. Valérie de Beaumont était diffusée en direct sur Instagram, TikTok et Twitter. Le temps qu'elle atteigne le commissariat, elle serait déjà un sujet tendance. Elle essaya de garder la tête haute, essaya d'invoquer cette arrogance glaciale, mais elle avait disparu. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air vaincue. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une criminelle. De retour en cabine la première, l'atmosphère se détendit instantanément. Le commandant Marchand resta en arrière un moment. Il marcha vers le siège 2A. Lucas était assis au bord de son siège, lassant ses chaussures. Ses mains tremblaient légèrement, la chute d'adrénaline. « Monsieur Durand », dit le commandant Marchand, enlevant sa casquette. « Je vole depuis 30 ans. J'ai vu de mauvais comportements. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un ciblé avec une telle méchanceté. » Lucas leva les yeux. « Je voulais juste aller à Nice, commandant. »« Je sais, » dit Marchand. Il fouilla dans sa poche et sortit une carte. « C'est ma carte personnelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un témoignage pour un procès, une référence de caractère, n'importe quoi, vous m'appelez, je témoignerai contre elle avec plaisir. »« Merci, monsieur, » dit Lucas. Aussi, Marchand fit signe à Sandrine. « Nous devons ravitailler en carburant, ce qui nous donne environ 20 minutes. » Sandrine, apportez le champagne, le vrai champagne, et apportez le service caviar. « Déjà dessus, commandant. » Sandrine rayonna. « Et monsieur Durand, » ajouta le commandant, « je sais que vous avez payé pour ce siège, mais je vais rembourser votre billet personnellement, et je marque votre compte pour le statut Ultimate. Vous n'attendrez plus jamais dans une file. » Lucas sourit d'un sourire authentique mais fatigué. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Si, » dit Marchand. « Parce que cette femme a essayé de vous briser et elle a échoué. Vous vous êtes comporté avec plus de dignité qu'elle n'en a eu dans toute sa vie. » Le commandant retourna au cockpit pour préparer le vrai départ. Alors que la porte se fermait, monsieur Laroche au siège 1A se pencha par-dessus la séparation. « Eh, gamin. Lucas, c'est ça? »« Ouais, » dit Lucas, acceptant un verre d'eau de Sandrine. « Vous avez dit que vous dirigiez une entreprise de cybersécurité traitant du chiffrement quantique. »« C'est exact, » dit Lucas. « Cifrex, nous sommes une start-up. » Laroche rit. « Cifrex, j'ai lu sur vous dans TechCrunch. Vous êtes ceux qui ont craqué le pare-feu bancaire le mois dernier. » C'était nous. Lucas hocha la tête. Laroche tendit la main. « Je suis Stéphane Laroche, PDG de Nebulostech. Nous cherchons à acquérir une division sécurité. J'allais à Nice pour rencontrer des types corporatifs coincés, mais je pense que je préférerais parler avec vous. » Lucas serra sa main. « Je vous écoute. Que diriez-vous de discuter d'un prix de rachat autour d'un dîner? » Laroche sourit. « C'est moi qui régale puisque, vous savez, vous avez failli aller en prison. » Lucas gloussa. Le cauchemar était terminé. Les moteurs commencèrent à gémir, montant dans les aigus. L'avion commença à bouger, mais l'histoire n'était pas tout à fait finie. Car pendant que Lucas sirotait du Krug Vintage et discutait d'un accord de plusieurs millions de dollars, Valérie de Beaumont était à l'arrière d'une voiture de police mouillée par la pluie, regardant l'avion, son avion, s'élancer dans le ciel gris sans aile. Et son téléphone, que le sergent Bernard avait confisqué, vibra dans le sac à preuve. C'était un SMS de son mari, Philippe de Beaumont. « Valérie, pourquoi le hashtag Karen de la première est-il en tendance sur Twitter? Et pourquoi la femme menottée te ressemble-t-elle? Appelle-moi immédiatement. » Les actionnaires regardent. Le karma n'avait pas juste frappé. Il avait complètement anéanti la cible.
Les roues du vol 999 touchèrent le sol à l'aéroport Nice-Côte d'Azur avec un bruit sourd et doux, un contraste saisissant avec la turbulence violente qui s'était produite au sol à Paris quelques heures plus tôt. Pour la plupart des passagers, l'atterrissage marquait la fin d'un long voyage. Pour Lucas Durand, il marquait le début d'une nouvelle vie. Alors que l'avion roulait vers le terminal, la cabine était calme, mais l'énergie avait changé. Les hôtesses, habituellement vives et professionnelles, traitaient Lucas avec une révérence typiquement réservée à la royauté ou aux stars du rock. Sandrine s'arrêta près du siège 2 à une dernière fois. « Monsieur Durand, dit-elle, lui tendant un petit sac lourd avec le logo de la compagnie. Le commandant Marchand voulait que vous ayez ceci. C'est une bouteille de Krug vintage de notre réserve privée. Il a dit de la garder pour votre célébration ce soir. » Lucas prit le sac, sentant le poids du geste. « Merci, Sandrine, pour tout. » À côté de lui, Stéphane Laroche, le PDG de Nébuleuse Tech, rangeait sa mallette. La serviette en papier avec les chiffres préliminaires, acquisition à 12 millions plus stock option, CTO, était rangée en sécurité dans la poche intérieure de la veste de Lucas. « Vous êtes prêt pour ça, gamin ?» demanda Laroche, ajustant ses manchettes. « La Côte d'Azur peut être intense. »« Je pense que j'ai géré assez d'intensité pour une journée, » répondit Lucas avec un sourire fatigué. Quand Lucas alluma finalement son téléphone, l'appareil faillit geler sous l'afflux de notifications. Son écran était un flou de mentions Twitter, de tags Instagram et d'appels manqués. Il ouvrit Twitter et vit le hashtag Karen de la première en tendance numéro 1 mondialement. Juste en dessous, en tendance numéro 3, se trouvait Team Lucas. Il cliqua sur un lien. C'était la vidéo. Les images de Valérie de Beaumont emmenées de force dans l'allée en hurlant à propos de son sac Birkin avaient été vues 4,5 millions de fois en quelques heures. Les commentaires étaient une avalanche de soutien pour lui et de vitriol pour elle. « On dirait que vous êtes célèbre », nota Laroche, jetant un coup d'œil à l'écran. « C'est bien. C'est du marketing gratuit pour la fusion. » Ils sortirent de l'avion ensemble. Mais pendant que Lucas marchait vers un avenir fait de millions, Valérie de Beaumont était assise dans une réalité de béton froid et d'acier. Paris, dépôt du tribunal. La cellule de garde à vue au dépôt central sentait le nettoyant industriel et le désespoir rassis. C'était une odeur que Valérie de Beaumont n'avait jamais rencontrée en 55 ans de vie. Elle était assise au bord d'un banc en acier, ses genoux ramenés contre sa poitrine. Son tailleur Chanel couleur crème était taché de quelque chose de sombre qu'elle avait frôlé dans le fourgon cellulaire. Son carré blond signature était plat et échevelé. Elle tremblait, mais pas de froid. Elle était en manque de l'adrénaline, du champagne et de la pure illusion de pouvoir qui l'avait soutenue pendant des décennies. De Beaumont, aboya un gardien de l'autre côté des barreaux. L'avocat est là. À l'accueil. Valérie se précipita, ses talons claquant sur le sol en béton. Un son creux et pathétique comparé aux claquements agressifs sur la passerelle. Elle fut conduite dans une salle cloisonnée où un homme dans un costume élégant attendait. Ce n'était pas son avocat habituel, l'amical maître Pierre Gaillard, qui s'occupait de sa planification successorale. C'était un homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Où est Philippe ?» demanda Valérie, sa voix se brisant. « Pourquoi n'est-il pas là ?» L'avocat, un homme nommé maître Christophe Morel, ne se leva pas. Il n'offrit pas de main. Il ouvrit un dossier. Monsieur de Beaumont est actuellement en réunion d'urgence avec le conseil d'administration du groupe Beaumont, dit Morel, sa voix dénuée de sympathie. L'action a ouvert en pré-marché, en baisse de 6%. La vidéo de votre arrestation a été reprise par BFM TV, France 24 et CNN. Elle passe en boucle. C'est un malentendu, pleura Valérie, agrippant le bord de la table. J'étais fatigué. J'ai fait une erreur. Philippe peut arranger ça. Il connaît le préfet de police. Morel leva les yeux, ses yeux froids derrière des lunettes sans monture. Madame de Beaumont. Le préfet a publié un communiqué il y a une heure félicitant les officiers pour leur gestion impartiale d'un trouble impliquant une personnalité de haut profil. Il prend ses distances avec vous. Tout le monde le fait. Il fit glisser un document sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Chuchota TL. Les papiers de la caution et un accord de non-divulgation concernant les affaires internes du groupe Beaumont, expliqua Morel. Philippe m'a ordonné de vous emmener directement à la maison de campagne dans le Luberon.
Vous ne devez pas retourner à l'appartement avec vue sur la tour Eiffel. Il y a des manifestants devant l'immeuble. Des manifestants? Alta Valérie. Oui, des gens avec des pancartes. C'est assez laid, dit Morel, vérifiant sa montre. Vous devez rester dans le Luberon. Vous désactiverez tous vos comptes de réseaux sociaux immédiatement. Vous ne parlerez pas à la presse. Philippe vous rendra visite ce week-end avec son avocat personnel spécialisé en divorce. L'air quitta la pièce. Valérie s'effondra dans sa chaise. Le divorce. Pour un bracelet? Pas pour un bracelet, Madame de Beaumont, dit Morel en fermant son dossier. Pour le fait que vous êtes devenu un passif. Dans le monde de Philippe, les passifs sont liquidés. 3 mois plus tard, à Nice. La scène principale de la conférence Viva Technologie était baignée de lumière bleue et violette. 2000 personnes étaient assises dans l'auditorium obscurci, leurs visages illuminés par la lueur des ordinateurs portables et des tablettes. Lucas Durand se tenait au centre de la scène. Il semblait différent du garçon au sweat à capuche. Il portait un costume bleu marine ajusté, bien qu'il ait gardé les rétro Jordan, une marque de fabrique de son nouveau statut de disrupteur tech. Alors, dit Lucas dans le micro-casque, sa voix amplifiée et confiante. Quand nous parlons de chiffrement, nous parlons généralement de protéger les données contre les voleurs. Mais chez Cifrex, maintenant une division de Nébuleuse Tech, nous avons réalisé que les brèches les plus dangereuses ne viennent pas du code. Elles viennent des préjugés. Il cliqua sur une télécommande. L'écran massif derrière lui afficha une toile complexe de code, mais au centre, une image simple, une porte verrouillée. La vraie sécurité, c'est savoir qui laissait entrer et qui gardait dehors basé sur des identifiants, pas des suppositions, continua Lucas. Nous avons construit un protocole de vérification d'identité qui est aveugle aux données démographiques et se concentre purement sur des métriques comportementales. Nous l'appelons le protocole 99. Une vague de rires et d'applaudissements traversa la foule. Il connaissait la référence. J'aimerais faire venir 2 personnes qui ont aidé à inspirer ce voyage, dit Lucas en souriant. Veuillez accueillir ma mère, Monique Durand, et l'homme qui m'a appris que l'autorité ne signifie rien sans intégrité, le commandant Jean-Pierre Marchand. La foule explosa. Le commandant Marchand, en uniforme complet, entra sur scène, escortant la mère de Lucas. Monique semblait radieuse, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle étreignait son fils. Marchand serra la main de Lucas, la serrant fermement. « Tu as bien fait, fils, dit Marchand, sa voix audible par le micro. Tu as vraiment bien fait. » Lucas regarda la mère de Jean. Il pensa à la pluie à Charles de Gaulle. Il pensa à la façon dont Valérie le regardait comme s'il était de la boue. Et il réalisa que sans sa haine, il ne serait pas debout ici baigné dans cet amour. De retour à Paris, le palais de justice était un cirque. Valérie de Beaumont avait espéré que le cycle médiatique passerait à autre chose en 3 mois. Ce n'était pas le cas. Elle se tenait devant Madame la juge Marie Lefebvre, une juriste sans fioriture qui avait peu de patience pour l'élite privilégiée. Valérie semblait vieillie. Elle avait perdu du poids. Le silence de la maison du Luberon, où le téléphone ne sonnait jamais, l'avait rongée. Madame de Beaumont, dit la juge Lefebvre, lisant le dossier, vous avez plaidé nolo contendere pour dénonciation mensongère et trouble à l'ordre public, mais je veux être clair sur ce qui s'est réellement passé. Vous avez essayé d'utiliser la police comme une arme contre un jeune homme à cause de vos propres préjugés. Vous vouliez détruire son avenir pour satisfaire votre ego. Je suis désolé, votre honneur, chuchota Valérie. C'était une ligne répétée coachée par son avocat, mais sa voix était creuse. Je vous condamne à 3 ans de mise à l'épreuve, statua la juge, frappant du marteau. Vous effectuerez 500 heures de travaux d'intérêt général, et pas dans un gala de charité confortable. Vous servirez dans le service de la propreté de la ville, au ramassage des ordures. Vous nettoierez le désordre tout comme vous avez forcé les autres à nettoyer le vôtre aujourd'hui. Le son du marteau frappant le bois fut le dernier clou dans le cercueil de l'ancienne vie de Valérie. Alors qu'elle quittait le tribunal, protégeant son visage des caméras, elle vit un bandeau d'actualité sur un panneau d'affichage numérique de l'autre côté de la rue. Dernière heure, Nébuleuse Tech acquiert Cifrex pour 12 millions. Le PDG de 19 ans Lucas Durand dirigera la nouvelle division sécurité. Valérie s'arrêta. Elle fixa le panneau. Le visage du garçon qu'elle avait essayé de faire arrêter rayonnait vers elle, plus grand que nature, triomphant.
Elle baissa la tête, monta dans la voiture noire qui attendait et ferma la porte. Mais elle ne pouvait pas exclure la vérité. Elle avait essayé de le rabaisser, et ce faisant, elle l'avait poussé tout droit vers le sommet. Le karma n'avait pas juste riposté. Il avait réglé les comptes avec intérêt. Et c'est l'histoire de Lucas et du vol qui a tout changé. C'est un rappel puissant que la dignité est silencieuse tandis que l'insécurité est bruyante. Valérie de Beaumont pensait que sa richesse lui donnait le droit de juger Lucas, mais tout ce que cela a fait, c'est lui acheter un siège au premier rang pour sa propre chute. Lucas, d'autre part, a gardé son calme, connaissait sa valeur, et a laissé la vérité et une caméra de sécurité bien placée faire le combat pour lui. Cela vous fait vous demander combien de fois cela s'est produit sans qu'une caméra ne tourne. Combien de personnes comme Lucas ont vu leur journée gâchée ou leur vie altérée juste parce que quelqu'un d'autre se sentait menacé par leur existence. Cette histoire n'est pas seulement à propos du karma. C'est à propos du caractère. C'est à propos du fait que la vraie classe n'a rien à voir avec le prix de votre billet et tout à voir avec la façon dont vous traitez les gens autour de vous. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Lucas? Auriez-vous gardé votre calme ou auriez-vous craqué? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie froide, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que le karma regarde toujours. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Je vous verrai dans la prochaine. Restez prudents, restez bienveillants, et bon vol.